tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier Étage. Aujourd'hui, j'accueille Gabrielle Joanneau qui a fondé Maison et AEG. Bienvenue. Merci, ravi d'être là. On va revenir un peu sur ton parcours, la croissance de l'entreprise, tes nouveaux projets, etc. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas. Si tu peux nous dire quelques mots. Yes, ça va être rapide. Moi, j'ai fondé l'agence avec Audrey de Maison AEG en 2016. D'accord. Directement après nos études. Donc, on n'avait pas du tout de background de commerce ou de agent de maison d'architecte. Ouais, architecture d'intérieur au début. Et on a grandi ensemble pendant plusieurs années sur des sujets très opérationnels, donc vraiment de chefs de projet qui ont eu de plus en plus de projets haut de gamme. Et depuis 5 autres années qui ont suivi, on est beaucoup plus dans des secteurs luxe, on a diversifié, etc. Donc l'entreprise a évolué au fil des années en fait. Exactement. Et vous avez, donc en gros, vous avez commencé, vous étiez toutes les deux. Et rapidement, vous avez recruté du monde ou en fait, comment tu débutes en fait? C'est quoi, en fonction des projets, t'as recruté plus de gens ou comment ça s'est fait? Ça s'est fait très vite. On a eu un projet de folie qui nous a été proposé au tout début. D'accord. Franchement, je comprends toujours pas aujourd'hui comment le mec nous a fait confiance sur un bâtiment entier avec beaucoup de sujets de structure et tout. Ouais, vraiment. Okay. Il s'est dit, c'est bien, les filles, elles vont pas se faire payer, elles vont tout donner, elles ont jamais... En vrai, hyper smart de sa part comme move. Il avait pas grand-chose à perdre sur cet actif qui était assez à l'abandon. Okay. Et il nous a permis de nous éclater en nous demandant même de trouver le concept du lieu. Voilà. Mais donc, nous, on avait 22, 23 ans, on sortait d'école, on connaissait pas les copros parisiennes. Ouais. Donc, c'est énorme de commencer sur un projet comme ça, en fait. C'est chance de dingue. Et à côté de ça, on avait des micro-projets comme tous les gens qui montent leur boîte sans réseau et voilà. Et ça nous a permis en fait de recruter très rapidement des stagiaires, mais qui étaient en fait l'année d'après. De nous la veille, l'année d'avant, on était à leur place dans les mêmes écoles. Donc, Et vous avez tout de suite voulu vous lancer parce que pas faire une expérience avant, parce que à Paris, tu as quand même une tonne d'architectes d'intérieur. Est-ce que tu te dis pas, je fais mes armes un peu 5, 6 ans, 7 ans et après je me lance une fois que je suis mûr? Vous avez voulu vous lancer tout de suite? Déjà, on a bossé toutes les deux pendant nos études beaucoup dans d'autres structures. D'accord. Des agences très différentes. En parallèle, ok. Ouais, en parallèle. Plein de jobs étudiants aussi. Et moi, j'ai très vite compris que j'avais pas du tout une personnalité pour être salarié. Enfin, je pense que c'était incompatible. Okay. Voilà, j'adore apprendre, mais je suis pas du tout scolaire et j'ai l'apprentissage par la théorie, pour moi, n'existe pas. D'accord. Donc, on pouvait me foutre en classe autant qu'on voulait ou dans une structure. Si je faisais pas les erreurs moi-même, ça n'aurait jamais fonctionné. Okay. Donc, je savais que c'était pas possible et Audrey et moi, on était hyper compatibles. On n'était pas du tout copines, donc en fait, on... Ah, d'accord. Ah non, pas du tout. Comment le duo s'est formé alors? C'était quoi? C'était complémentaire? Vous avez senti que chacune pouvait apporter à l'autre? Oui, on était tout ce que je détestais, c'est-à-dire la précision, le plan au millimètre, la technique, passer des heures sur des sujets de plomberie, etc. Elle adorait ça. Et moi, j'adorais le côté plutôt déco, mobilier, ameublement, et relations clients. Elle adorait la relation entreprise. Et en fait, du coup, c'était un match assez naturel sur ces sujets très opérationnels. Mais en fait, on était complémentaires. Et dans un milieu qui est quand même ultra concurrentiel, est-ce que toi, tu as tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à faire? Parce que finalement, les architectes d'intérieur, il y en a tellement que tu te dis comment moi je vais sortir mon épingle du jeu, parce qu'après, il faut gagner sa vie, tu vois, tu dois lancer, mais c'est aussi... Je te remets le contexte, on avait 22 ans, 23 ans, ça. On n'y a absolument pas pensé. Enfin, c'est-à-dire que pour nous, c'était pas du tout... C'était on se lance et on verra. Ouais, on s'est dit autant. Je pense que j'avais vendu ça même avec ces mots-là à Audrey. J'avais dit, allez, on se crache tout de suite, c'est pas grave. Au pire, on fait autre chose après. Mais là, on s'en fout. Nos loyers, c'était des studios qu'on payait avec des babysitting. Oui, il n'y avait pas grand risque. Le risque était très faible. On n'avait pas encore nos trains de vie d'adulte avec mari-enfant, donc on n'avait pas grand-chose à perdre. C'est plus simple. On entend beaucoup. Que c'est difficile de se lancer, mais je pense que l'erreur, c'est d'oublier que quand on est jeune et qu'on se lance, on n'a pas grand-chose à perdre. Ouais.
Alors qu'après, quand la vie de famille prend le pas et que tu as plus de crédit, tu dépends des enfants, etc., là, tu t'es témoin... quand tu as des gens en responsabilité directe et un crédit et tout ça, tu vis pas les choses pareilles. Et est-ce qu'au fil des années, tu as des problèmes qui se sont créés, ou est-ce qu'il va falloir une vision pour marcher? Parce qu'après quelques années, tu commences quand même à grossir. Est-ce que tu as des enjeux qui arrivent? Comment tu fais pour te démarquer, par exemple, des autres architectes, en fait, pour qu'on te fasse confiance? Est-ce que c'est avoir une grosse communication? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Quelles sont les forces, en gros, de votre maison qui a fait qu'on vous a fait confiance aussi vite? Parce que ça a grossi quand même assez rapidement. Ouais, je pense qu'on a su quand même pas mal s'adapter aux différentes demandes qu'on avait. Et comme on est parti sur un scope de clients très large, d'accord, où on fait autant du familial avec des budgets de 2500 € du mètre carré, comme on peut faire aujourd'hui du vraiment luxe à 10 000 € du mètre carré, et qu'on conserve quand même avec un vif intérêt de notre clientèle de 2500 € du mètre carré. On a été obligé de faire des propositions de prestations et de budget qui étaient très variables d'un client à l'autre, en faisant du sur-mesure pour ce client-là. Et on a refusé d'être dans une démarche plus artiste, comme c'est beaucoup le cas chez des archis, de dire nous on a notre patte, on vient l'appliquer et... ça te plaît ou ça te plaît pas, quoi, en gros? Oui, ça peut être ça chez certains, mais en tout cas, ça reste dans leur cadre de création. Nous, on a fait le truc un peu à l'inverse, c'est qu'on s'est toujours dit, on veut apprendre, on veut pas du tout faire la même chose, on veut faire de l'haussmannien, du bâtiment 70, de la maison de campagne, de l'hôtel particulier, et vraiment à chaque fois nous réadapter. Donc on peut faire des appartements même avec une identité baroque, ultra contemporaine, années 70, colorée, noir et blanc. Oui, t'as pas une... Oui, voilà, je vois. Parce que... Et d'ailleurs, parfois, t'as des architectes qui sont pas pris parce qu'ils sont tellement marqués que t'aimes ou t'aimes pas. Exactement. Vous, en fait, tu t'adaptes. Vous, on peut vous prendre et un peu, si on aime ce style-là, vous êtes prêt à le refaire. En fait, exactement. C'est un peu ça. Ouais. Et de toujours se renouveler, et du coup aussi au sein de la structure, parce que tu as raison, quand tu es 5, tu manages d'une certaine façon, en fait tu es chef d'équipe, mais tu peux encore gérer la compta. Après tu es 10, ça commence à être fastidieux, tu peux pas du tout gérer les réseaux sociaux tout seul, tu as quelqu'un qui te les gère, puis tu as quelqu'un qui va te faire le truc, et tu te rends compte que tu commences à structurer des métiers que tu ne connais pas, parce que tu n'as pas de formation. Et tu arrives dans un stade où quand tu es 15, en fait, tu es dirigeant, tu n'es plus du tout opérationnel. Et là, tu dois accepter déjà, ça met un certain temps d'accepter le fait que tu es dirigeant d'entreprise, tu n'es plus archi. Vous faites plus trop de chantiers on a des chefs de projet. On a beaucoup de chefs de projet qui sont seniors, qui, elles, drivent un client de la conception jusqu'à la réalisation en faisant le suivi de chantier. Mais en conception, on est toujours là. Audrey et moi, on est toujours là. On peut se diviser des clients, on peut être là toutes les deux sur le projet. Mais on est toujours là pour dire, déjà vérifier la technique, parce que on est quand même garante de ça. C'est nos assurances, c'est notre boîte, et c'est ce qui fera que le client sera content même à plus 5 ans. Et évidemment pour le design et la partie qui nous anime le plus, c'est la partie gratifiante de notre métier. Et tu prends autant de plaisir à faire un appartement à 2500 € du mètre qu'à 10 000, ou forcément à 10 000 c'est plus waouh, ou alors ça dépend plus de la configuration? Est-ce que... C'est carrément différent. D'accord. Pour nous, le client joue beaucoup. Et un client méga sympa, ça nous est déjà arrivé d'accepter des projets, finalement, parce qu'on les avait refusés en première instance en disant « Mais non, mais ton budget, il est éclaté au sol, on peut jamais réussir à faire quelque chose. » Et le client nous dit « Mais si, franchement, j'adore ce que vous faites, je suis prêt à faire des concessions, je suis conscient. » Et on a dit « Bon, ok. » Et de faire un projet génial, en fait. Parce que c'est plus la relation client qui fait que tu as envie de faire le projet ou non. Oui, alors évidemment, tu as des projets qui sont fous en termes de matériaux, de qualité, etc. Mais un projet qui est fou avec un client horrible... Tu passes pas un bon moment. Non, tu passes un très mauvais moment. Ça te fait perdre tous les sens de la créativité. Et, c'est un travail d'équipe, nos métiers. C'est du sensible, donc tu dois avoir le côté psychologique avant d'avoir du côté design. C'est la suite logique, c'est que le design soit beau si la relation est belle. Je pense bien dit ça. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. On peut l'écrire. Est-ce qu'il y a des clés pour performer dans ce métier? Est-ce qu'il y a des trucs, si t'as pas ça en tant qu'archi d'intérieur, c'est pas possible? Déjà, comme tu l'as dit, la concurrence est très rude, et je pense qu'il y a un biais Instagram, Pinterest hyper mensonger du métier, où les gens imaginent que c'est 70% de créa à minima.
alors que tu as 10-15% de créa versus 80 au moins de opérationnel pur, comptabilité, budget financier, balance financière, tenue de client, contrat avec les différentes entreprises, les copros à gérer. Les copros à gérer, c'est costaud, je pense. Notamment à Paris. Pareil, les permis, les demandes de permis, quand il y a des surélévations, les changements préalables, les ABF, tout ça, il faut le gérer. C'est l'archi qui le fait. Donc, et ça, on oublie beaucoup. Donc, je pense on pense beaucoup à la déco et peu finalement tout ce qu'il y a derrière. La déco, c'est le... Oui, voilà. La déco, c'est un peu la touche finale qui est le plus sympa à faire, quoi. Exactement. Donc ça, il faut le préciser peut-être aux jeunes qui veulent se lancer dans l'architecture d'intérieur. Mais on les voit, nous, déchanter, les stagiaires. Tu vois, ils pensaient pas que c'était aussi dur que ça. Ah non. Et on parle beaucoup, notamment, j'en entends souvent, c'est le délai. Parce que t'entends toujours, moi j'ai des clients, parce que du coup je suis de l'autre côté, une fois que c'est à vendre, et ils me disent on était parti pour 3 mois, ça a fait 9 mois. Est-ce que ça c'est une réalité où les gens exagèrent, ou est-ce que, vous, comment c'est chez Maison et Gabriel, est-ce que, Maison AEG, pardon, est-ce qu'il y a du retard, est-ce que vous essayez de tenir les plannings, comment ça se passe? Parce que je sais que c'est un peu, le délai, c'est un peu le truc qui revient souvent, quoi. Alors c'est pas le délai le problème. C'est le mensonge initial de la part de l'archi. Okay. Non, en fait, nous, on refuse pas. On perd beaucoup de dossiers parce qu'on donne le vrai délai. Ce qu'on estime être le vrai délai minimum pour respecter les temps de séchage, les temps d'administratif quand il y en a, les délais de faire les choses bien, en fait, les vrais délais. Et souvent, on nous dit oui, vous m'avez dit 6 mois, moi je voulais partir avec vous, mais tel archi me dit 3 mois et demi ou 4 mois. Est-ce que vous vous alignez? Et je dis, non, mais c'est pas une question de s'aligner, c'est une question de moi aussi je peux te le dire, ça ne m'engage en rien. Une fois que le contrat est signé, je te mettrai 2 mois de retard et puis voilà. Mais la relation sera pourrie, la confiance elle part à ce moment-là dans une relation et t'es plus jamais recommandé et ton client tu l'as eu pour rien. T'as une relation pourrie avec et il te recommandera jamais et il t'en voudra. Ce qui sera logique. Parce qu'en moyenne, il faut compter combien de temps quand tu refais un appartement de A à Z, on va dire d'une centaine de mètres carrés? Entre 100 et 200, tu vas être autour des 5 à 7 mois. D'accord. En rénovation totale, complète, en redistribution. Voilà. Oui, donc toi, tu es plus sur le parti pris de dire je dis la réalité. Pareil pour le budget. Oui, pareil pour le budget. Oui, parce qu'il y a aussi ça. On a commencé avec 100 000 euros, on finit avec 250 et ça, c'était pas prévu. Oui, moi j'ai des potes qui me font rire et ils signent des devis avec des entreprises travaux. Ils sont hyper fiers de me dire les montants qu'ils ont eus. Je regarde leur devis, il y a un tiers du devis dedans parce qu'ils n'ont pas spécifié. Et je sais très bien, je leur dis, mais tout ça, vous allez être obligé d'avoir un robinet en fait. Donc là, t'as pas de robinet dans ton devis. Parce que moi, après, je me mets aussi du côté des entrepreneurs et des architectes qui me disent, en fait, moi, après, il a voulu tel marbre qui coûte tel prix. Ça, c'était pas dans le devis, mais c'est lui qui l'a choisi. Donc après, je pense qu'il y a aussi, il faut éduquer un peu les gens qui font des travaux, les propriétaires, à leur dire, attention, ça, c'est un peu un devis de base et c'est un peu ça en fait, si tu veux telle pierre ou tel robinet, c'est forcément plus cher. Vous prenez un forfait en fait, non? Ou toi tu mets déjà tout dans le devis? En fait, on met tout dans le devis, mais en fait, avant de signer nous notre contrat d'accompagnement, on fait 3 rendez-vous avec le client. D'accord. Avant de signer. Okay. Même s'il nous dit non, je suis sûr, je veux signer votre contrat, on dit non. Mais autant pour nous que pour lui, en fait. Okay. Il faut qu'on fasse un call pour expliquer déjà comment on fonctionne, lui qui nous explique son projet. Okay. Ensuite, on fait une visite sur place pour vérifier que ce soit compatible déjà techniquement et puis que les lieux, ça nous inspire aussi et que ce soit joli. Et un autre rendez-vous à notre agence où on lui montre plein de matériaux de finition avec des gammes de prix très variables. D'accord. Et en fait, quand le client nous a dit moi, je suis très raisonnable, je veux pas un truc bling, je veux quelque chose de très fonctionnel, etc. Si à ce rendez-vous au bureau, il nous montre que les trucs en or massif et avec du marbre et des choses comme ça, on lui dit non Coco, ce sera pas, on est ravis de faire ton projet, ça sera magnifique, mais on sera pas à 3 000 € du mètre carré, on sera à 4 000 € du mètre carré. Okay. Et on adaptera à ce client-là. Et en fait, tant qu'on n'a pas fait ce rendez-vous-là pour vérifier que le client ne sera pas déçu du budget que nous, on aura fait, parce que nos propositions, elles seront faites en conséquence du budget qu'on aura établi. On veut être sûr d'avoir un alignement attente client, réalité de terrain et notre prestation. Donc en fait, la transparence, finalement, est le vrai, la clé dans ce métier. Ouais.
C'est le seul moyen d'avoir un super bouche à oreille et d'avoir des clients qui recommencent quand ça peut arriver, ils se séparent ou alors ils déménagent et ils travaillent. D'ailleurs, c'est ce qui a fait un peu aussi votre réussite parce que maintenant vous êtes combien ? Vous avez commencé toutes les deux et maintenant vous êtes... On est à peu près 25, entre 20 et 25 énorme. En France, ouais. Oui, parce que j'allais y venir. D'ailleurs, j'allais y venir à cette question-là parce qu'en fait, tu faisais toute la France. Et là, maintenant, j'ai vu plus précisément une implantation à Cannes et à Dubaï. C'est parce que quoi, vous aviez de la demande là-bas ou c'était votre envie d'aller sur la Côte d'Azur et Dubaï ? Alors, la Cannes, ça fait plus de 2 ans maintenant. Et c'est Audrey qui voulait aussi aller habiter au soleil. D'accord. Et on avait des clients là-bas. Ouais, okay. On avait aussi pas mal de contacts là-bas, de clients en résidence secondaire et résidence principale, investisseurs aussi, beaucoup à Cannes. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Ensuite, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont invités à aller voir ce qui se passait à Dubaï, ce qu'on n'avait pas l'intention du tout de faire. Et on est allé voir le marché, on a rencontré énormément de monde. Et on a eu beaucoup d'opportunités, donc on s'est dit allez. Donc ça c'est vrai parce que j'entends souvent même pour l'immobilier, tu vois, il y a beaucoup d'opportunités à faire, à saisir, les gens s'entraident. Donc ça c'est un peu vrai alors ce qu'on nous dit. Il y a le pire comme le meilleur. Ok. En fait, il faut vraiment savoir avec qui t'es accompagné, en qui tu as confiance. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on y est à Dubaï. Et on se dit qu'on commence enfin à comprendre vraiment le marché. Comment ça fonctionne. Les mindsets, parce que selon aussi les différentes nationalités, c'est pas du tout les mêmes attentes. C'est pas du tout la même version les travaux là-bas, ça coûte rien. Les archis, ça coûte très cher, mais les assurances ne sont pas du tout les mêmes, les législations ne sont pas les mêmes. Donc les process sont complètement différents. Rien à voir. Rien à voir. Tu recommences from scratch. Et que tu es une boîte de 25 personnes qui cartonne en France... Ne veut pas dire que tu vas cartonner là-bas. Ah non, et ils s'en fichent. Vraiment, pour eux, t'es pas une référence. Et du coup, tu as dû retrouver les matières premières là-bas. Du coup, tu as dû sourcer. En fait, tu recommences tout. Ouais, c'est ça. Tout. Tu recommences à zéro. Hyper douloureux. Nous, on s'est dit, ça va être bien. On a déjà, je sais pas combien de milliers de followers sur Insta. Ça va être facile. Mais pas du tout. Absolument pas. Oui, puis si en plus, si tu veux tenir ton rang que tu as à Paris, tu es obligé quand même d'avoir un minimum de la même chose à Dubaï, quoi. Tu peux pas te permettre, en fait, je pense, non ? Tu peux pas te louper. Et quand tu vois comment les mecs bossent là-bas, au début, tu te dis, un plan, toi, tu as des dossiers de plan hyper solides, le mec, ça va être facile, il va être autonome et tout. Pas du tout. Le mec, il sait pas lire le plan, il en a jamais vu et il en veut pas. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas du tout sa méthode de travail. Donc, tu dois tout réinventer avec les process qui sont compatibles avec là-bas. Et du coup, maintenant, tu as une équipe qui est dédiée là-bas ou vous faites des allers-retours ? Comment ça se passe ? On a des personnes qui sont dédiées à l'agence sur les chefs de projet de Dubaï et avec un AMO sur place qui fait de la vérification de tous les projets sur place et qui fait comme un chef de chantier, ce qu'on n'a pas en France d'ailleurs. Mais c'est comme un AMO, mais il est là juste pour gérer les chantiers. D'accord. Voilà. Et tu fais villa et appartement, là-bas, c'est ça. Peut-être les surfaces sont plus grandes qu'en France, je suppose. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Ouais, à mon avis, ça doit être. Tu dois quand même. Quand j'ai dit à un mec là-bas qu'on refaisait un hôtel de 1800 mètres carrés, il m'a dit non, un hôtel, pas la suite. Genre, non, mais c'est la Champagne en fait. Oui, ça m'étonne pas. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est différent. Donc maintenant, vous êtes présent donc en France et notamment Paris-Cannes, mais vous faites toute la France, Bordeaux aussi. Ouais, d'accord. À Bordeaux aussi, depuis qu'on a une de nos seniors, c'est chef de projet qui est partie là-bas suite à la délocalisation de son mari, qu'elle a suivi, et du coup c'était l'occasion pour nous de monter la boîte là-bas aussi. C'était un marché qu'on voulait avoir, donc depuis on a un bureau. Et si jamais en France t'as quelqu'un qui veut rénover quelque chose, c'est possible, ou vous restez quand même ciblé du coup Paris, Cannes, Bordeaux, ou si t'as quelqu'un qui dans une autre ville qui a un gros projet, est-ce que c'est possible pour vous ou c'est compliqué? Non, on fait une grosse maison à l'île d'Oléron. Là on va faire un château, notre vrai château, un premier. D'accord. On va faire dans le Lot. Truc de fou. Et donc non, franchement, on a plein à Lille aussi, on a refait des maisons. Donc non, on peut être partout. Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de réseaux. C'est vraiment ça, l'archi, t'es chef d'orchestre. Mais du coup, il faut aussi des équipes fiables qui peuvent bouger. Donc maintenant, t'as plusieurs entreprises tout corps d'état en fait avec lesquelles tu travailles, c'est ça en gros? Exactement. Et pour eux, c'est tout bénef. Pour nous aussi, on les traite comme si on était en interne et qu'on était vraiment en mode équipe solidaire. On les connaît tous, ils nous connaissent parfaitement aussi avec les chefs de projet. On a des process hyper établis avec eux.
Ça roule partout en France, quoi. Et si tu avais 3 rénovations qui t'ont marqué, ce seraient lesquelles que vous avez fait depuis que vous avez créé la maison? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit waouh? Ouais. Je pense que la première maison qu'on a faite vraiment au goût qu'on voulait en maison secondaire, ça a été un vrai gap. D'accord. Ouais. Pareil, le vrai appartement haussmannien luxe qu'on ait pu faire, c'était aussi un vrai moment de... Tu te dis, ça y est, je l'ai fait, quoi. Ouais. C'est check. Ouais. Ça, c'était vraiment un vrai sujet. Et en troisième, je pense que c'est le premier hôtel. Voilà. Ouais, ça doit être fou, quand même. Parce que tu changes quand même de dimension et c'est pas le même métier. Bah, je pense que c'est d'autres process qui sont beaucoup plus... Parce que là, en fait, tu as affaire à un professionnel, finalement. Parce qu'après, là, tu as souvent particulier, professionnel. Là, c'est de professionnel à professionnel. Ouais. Je pense que ça doit être plus challengeant, quand même. Bah, ça paraît plus simple après un particulier en termes de relation client. Ouais. Et par contre, en termes de complexité, tu vois, les cuisines sont des cuisines professionnelles, donc tu dois t'adapter avec un pro de la cuisine spécialisé de restaurant. Donc, c'est d'autres process, mais c'est sympa aussi. Très sympa. Et j'ai vu que dernièrement, vous avez monté une maison d'hôtes, c'est ça? Vous avez créé une maison d'hôtes? Le domaine Bayaégé. Ouais. Super, c'est dans quel coin alors? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est dans l'Est parisien, c'est à 1 heure de Paris. Et ouais, c'est très chouette. Notre idée, c'était de faire un peu une expérience de la maison AEG dans laquelle tu peux aller louer la maison avec tes potes, en famille, comme ça. Et finalement, on a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent, des Hollandais, des Allemands. Étonnant. Des familles parisiennes en termes de... Tu vois, tu te retrouves à 4-5 familles. C'est sûr que c'est hyper pratique à 1 heure de Paris comme ça. Ouais, c'est bien. C'est des points de rencontre aussi avec les gens qui ont de la famille dans le sud, partout éclatés en France, et ils viennent se retrouver ici, par exemple, pour Noël et le jour de l'an, c'est ça. D'accord. Les configs qui ont été bookés. Voilà. Et ça fonctionne bien, vous êtes contente? Ouais, on a fait le lancement à la pire période, on l'a lancé en début août. C'était quand tout le monde avait déjà les vacances. Quand les travaux se sont finis, quoi, en gros, c'est ça? Exactement. Ouais. Et donc, ça sera plutôt la saison prochaine, mais ça se loue quand même déjà pas mal sur cette fin d'année, donc on est contente. Ouais. Et est-ce qu'il y a des projets du coup pour 2026, qui se fait déjà quand même beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour l'entreprise, pour vous? Écoute, on s'est dit que notre objectif 2026, c'était de ne pas avoir de projet. Mais ça fait quand même 4 ans qu'on se le dit, et 4 ans qu'à chaque fois, on accumule les projets. Donc là, on essaye vraiment de faire en sorte que 2026, on grandisse sur des choses qu'on a déjà mis en place, qu'on a stabilisées. Il y a notre directrice d'agence à Paris, Ségolène, qui est géniale, qui est là depuis un peu plus d'1 an, et qui nous aide aussi beaucoup dans la structuration de tous des process de direction, où nous, il faut vraiment qu'on puisse grandir, mais sans aller au détriment de la qualité de l'accompagnement, de l'expérience client et à la qualité des projets. Donc cette fois, on veut pas devenir une multinationale dans les 5 prochaines années. On veut vraiment conserver. On a un lien aujourd'hui encore avec chacun de nos clients vraiment proche, et on veut garder ça. Je pense que c'est important. Et est-ce que vous avez ressenti, parce que tu vois, dans l'immobilier, 2024, ça a été compliqué, 2025, ça va mieux. Est-ce que vous l'avez ressenti? Vous avez eu une période de creux à un moment donné, ou ça a toujours été fulgurant ou pas? Franchement, on a eu beaucoup de chance. Je pense qu'on a, dans les années qui ont été très compliquées pour la plupart des agences aussi, Archi et Imo d'ailleurs, nous, on a signé des très très gros projets. D'accord. Donc, on a eu moins d'afflux de petits ou moyens projets. Mais comme on a eu des très gros, on ne l'a pas senti en termes de CA ou d'activité. Mais on a effectivement, par exemple, on avait un client qu'on adorait, qu'on adore toujours, mais qu'on a beaucoup moins, qui est la famille deuxième acquisition ou troisième acquisition, mais qui est... Je pense qu'on l'a plus trop parce qu'il y a un contexte économique qui fait que cette famille-là fait plus attention et essaye de mieux regarder le marché. Mais il y a aussi le contexte où nous, on est monté en gamme sur les réseaux sociaux, et du coup, il y a pas mal de gens qui me disent, par exemple, j'ose pas l'appeler parce que... Ça rentre plus dans mon budget. Ça rentre plus dans mon budget. Alors qu'en fait, on a exactement les mêmes zonos et ça, c'est bien de le dire, du coup, dans le podcast, comme ça, au moins, les gens vont le savoir. Oui, c'est vrai qu'en même temps, vos réseaux sociaux ont pris un tel virage qu'on se dit maintenant, elles font que du luxe, tu vois. Ouais, alors que pas du tout.
Et ça, tu vois, c'est justement, on a engagé une société de com pour remettre ça, d'ailleurs, au cœur du sujet et dire que, non, en fait, on n'est pas du tout juste dans le super luxe, pas du tout. Non, mais c'est bien de le préciser. Et après, en termes de décoration, de matière, est-ce qu'il y a une couleur qui va être tendance pour 2026, du mobilier, une matière qui va revenir? On voit toujours beaucoup de marbre. Est-ce que c'est toujours tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui se distingue un peu pour l'année prochaine? Je pense que c'est les couleurs qui reviennent. Ok. Si on était dans des ambiances très zen, beige, travertin, béton ciré, etc. Là, ça y est, on a des demandes beaucoup plus colorées, un peu pop même dans les couleurs. Plus de matières qui reviennent, mais sans rester dans les... Tu vois, on voyait beaucoup il y a 5 ans certains papiers peints, un peu des fresques, etc. C'est toujours pas ça, c'est plus abstrait, mais coloré. Ok, donc coloré pour 2026. Ouais. Et j'ai une dernière question avant que l'émission se termine. Quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune ou une jeune qui veut se lancer en tant qu'architecte d'intérieur? Est-ce que tu as des conseils à prodiguer pour... Ouais, j'ai un conseil qui est hyper vulgaire, mais c'est bouge-toi les fesses, quoi. Ouais. Là, vraiment, arrête de te prendre pour quelqu'un qui va vivre d'une passion. Non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, quel que soit le métier, quel que soit le domaine, que tu sois architecte d'intérieur, banquier privé, que sais-je, violoniste, le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler. Et de travailler 3 fois plus que les autres si tu veux réussir 3 fois plus que les autres. Et pas, je sais pas ce que tu en penses, mais pas se laisser avoir par Instagram un peu, qui embellit peut-être un peu la vie et le travail et des archis, et qu'en fait, il faut travailler derrière, c'est ça finalement. Exactement. Et à n'importe quel jeune d'ailleurs qui veut se lancer dans n'importe quoi, d'avoir la clairvoyance, de vraiment aller chercher une information réelle de ce que c'est, et pas de projeter une réalité espérée sur ce que ça sera. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai sujet de réalité aujourd'hui avec les jeunes à cause des réseaux sociaux. C'est indéniable. Mais je pense que là, aujourd'hui, quand ils deviennent adultes, il faut qu'ils aient la responsabilité de se dire qu'il faut observer la vie réelle, quoi. Merci Gabrielle, en tout cas, pour cette interview. Non, mais c'est bien, je trouve ça. Non, mais en plus, je trouve ça vrai et intéressant. C'est la fin de Dernier Étage et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous.